Nous allons passer à notre deuxième intervention qui concerne également l'environnement. Intervention de Danielle Lamarque. Alors elle est là. Bonjour Danielle. Bonjour, bonjour à tous. Tu vas traiter toi aussi de l'environnement à travers l'exemple des politiques publiques d'environnement, dont tu penses que c'est un outil ancien qui peut permettre de penser que on peut passer à la complexité, notamment parce que, si j'ai bien compris ton résumé, notamment parce que il y a un ensemble de normes européennes qui donc permettent d'avoir des instruments ou des outils communs qui vont, le cas échéant, permettre de dépasser, surmonter certains clivages. Mais d'après ce que j'ai compris, toujours dans ton résumé, tu dis qu'il y a des potentialités, mais qu'il y a aussi des limites. Donc, nous attendons avec impatience que tu développes un sujet. Merci Madame la Présidente. Merci aux organisateurs de m'associer à ces travaux. J'ai entendu des choses très intéressantes ce matin et à l'instant, désolée de ne pas être parmi vous. J'avais un peu présumé de mon temps et de mes forces, mais j'ouvre demain matin pour 3 jours la conférence sur l'évaluation de la société européenne. 500 participants, tout en ligne, 90 sessions, j'en préside 5. Et c'est le grand moment que nous avons dû reporter à cause de la pandémie et qu'on tiendra complètement en virtuel et où ces questions environnementales, justement, sont au cœur des problèmes de l'évaluation. La pandémie nous l'a fait mesurer. Alors, mon propos n'est pas exactement lié aux finances locales, j'en suis désolée, il est plus un problème en fait d'organisation, de gestion, aussi d'évaluation. J'ai pris le domaine de l'environnement parce que c'est certainement celui qui est le plus révélateur de la complexité. Fabrice Bain l'a dit tout à l'heure, hein, il y a dans la fiscalité une double nature, en particulier dans les niches fiscales, puisque dans les dépenses fiscales, puisqu'elles ont à la fois une apparence écologique et surtout du fait qu'elles soutiennent certains secteurs économiques, en fait, elles vont à l'inverse on le voit notamment en matière d'énergie. Alors, je crois qu'ici, on a dit l'Europe nous apprend à penser la complexité. Oui, je crois. L'Europe ne crée pas la complexité, comme on le dit souvent. Je crois qu'elle la révèle. Elle la révèle de notre point de vue et en tout cas, nous apprend peut-être à la penser. Les politiques environnementales, j'ai choisi ce sujet parce que c'est une illustration particulièrement éclairante de cette complexité, interaction et souvent contradiction entre des politiques publiques, environnement, mobilité, santé, multiplicité des acteurs du local à l'international et présence de nombreux conflits dans leurs différentes interventions. Alors, mon premier point, c'est pour dire qu'on assiste à une normalisation croissante au plan international et notamment européen, qui est de plus en plus intégrée au contexte juridique national et qui tend à devenir de plus en plus prescriptif. Une normalisation croissante de la protection environnementale qui est construite au plan international. Alors, je ne citerai pas les innombrables protocoles et accords, mais je vous renvoie tout simplement au visa de la décision du Conseil d'État sur la Grande Sainte, où l'on voit bien sûr citer la Constitution et son préambule, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 92 et son protocole de Kyoto de 97, l'accord de Paris 2015, divers règlements et directives européens, les lois de 2009, Grenelle de l'environnement, 2015, transition énergétique, 2019, énergie et climat, nombreux décrets et les codes de l'énergie et de l'environnement. Donc, un contexte normatif, certes international, très européen du fait de la tendance de l'Europe à davantage promouvoir cette dimension. On va voir aussi avec quelles limites. Et pareil pour la biodiversité, à laquelle je souhaiterais consacrer un petit focus, puisque la conscience de la nécessité d'agir a donné lieu dès les années 90 à des accords internationaux, avec la Convention de l'ONU sur la diversité biologique de 92, relayée et parfois anticipée par l'Union européenne, puisque Natura 2000, les
directive Oiseaux de 79, directive Habitat de 92. Donc c'est ancien, c'est international, c'est très européen, c'est rentré dans le droit national. Et ce qui est intéressant dans l'évolution actuelle, c'est mon deuxième point de ma première partie, c'est que ce dispositif devient de plus en plus prescriptif. On voit apparaître les sanctions, ce qui ne paraissait pas possible pendant longtemps. Premier exemple, la fameuse décision grande sainte du Conseil d'État, saisie par la commune et diverses associations de défense, qui reconnaît l'obligation pour l'État de respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre inscrits dans la stratégie nationale bas carbone et enjoint, je cite au Premier ministre, de prendre toute mesure utile permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d'assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions à gaz à effet de serre fixés à l'article L104 du Code de l'énergie et à l'annexe du règlement de l'Union européenne. Deuxième exemple, la condamnation dans une procédure de manquement d'octobre 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne de l'État pour non-respect des normes de qualité de l'air. Donc, on voit bien que ces normes-là ne sont pas simplement un élément décoratif du contexte, mais elles rentrent dans le droit et elles s'inscrivent dans des obligations des différents États. Là, on a cité l'État, mais ça peut être des collectivités, puisque c'est l'État qui est condamné pour la qualité de l'air, mais ce sont bien des villes, ou en tout cas des zones urbaines qui sont concernées, Lyon, Paris, Marseille, etc. Donc, ce qui est intéressant de cette dimension, et qu'on voit bien, je le citais dans les travaux d'évaluation de politique publique, c'est qu'on voit apparaître l'objectif environnemental comme une forme de priorité. Alors, c'est encore timide, mais l'objectif environnemental apparaît comme une priorité sur les autres dimensions de l'action publique. Alors, est-ce que c'est une façon de résoudre les conflits? Pas nécessairement, en tout cas de les faire apparaître. On le voit bien dans le pacte vert européen qui nous dit très clairement, il a évolué notamment avec la pandémie, mais il nous dit très clairement qu'il faut avoir une vision holistique de l'action publique, c'est-à-dire considérer que toutes les actions sont liées et qu'il y a une interaction entre toutes ces dimensions. C'est exactement ce que tu disais, Marie-Christine, je crois que c'est un point extrêmement fort, c'est qu'on ne peut plus penser par silo. Et on l'a vu avec la pandémie, tout est lié, l'économie, les mobilités, la santé publique, le commerce international, l'équilibre intergénérationnel, etc. Donc cette interaction des politiques publiques, à vrai dire, on aurait pu s'en apercevoir avant, puisque dès 2015, avec les objectifs de développement durable, on s'apercevait, on avait établi très clairement que le développement durable n'était pas simplement une obligation de certaines zones, de certains pays, il concernait tous les pays, des pays du Sud et les pays plus développés, et que l'ensemble, à travers les 17 objectifs de développement durable, l'ensemble de ces interactions devait être pris en compte. Alors, ça paraît surprenant pour beaucoup. J'écoutais en rentrant en voiture le compte-rendu des débats entre les écologistes et un des écologistes, et une des journalistes disait ah oui, je ne comprends pas pourquoi on parle d'équilibre de genre à propos de l'écologie, ça n'a aucun rapport. Eh bien, si on lit de plus près les objectifs du développement durable, on s'aperçoit que tout est lié, qu'il y a effectivement des liens. Je vous prends un exemple pris dans un cadre de pays en développement. Vous mettez l'eau dans un village africain, les femmes n'auront plus besoin d'aller à la fontaine pour aller chercher de l'eau, elles vont pouvoir aller à l'école. Si elles vont à l'école, elles auront du travail. Si elles ont du travail, elles vont modifier non seulement l'activité économique, mais la gouvernance politique, et la société évoluera dans un certain sens. Donc ça, cette vision holistique, cette vision systémique de l'action publique, elle introduit bien sûr de la complexité, mais elle permet aussi d'éviter de s'enfermer dans une vision unique ou par silo des différents domaines de l'action publique. Et en matière de biodiversité, le grand changement, effectivement, c'est de se rendre compte que la biodiversité est liée à l'environnement et qu'il ne suffit pas simplement de se préoccuper
de la reproduction du râle déjeuner ou de faciliter le trajet des crapauds vers leur mare d'origine où ils peuvent se reproduire avec des crapauducs. Donc le problème de la biodiversité n'est pas un problème de protection de certaines espèces, mais un problème environnemental, je vais y revenir à part entière. Donc cette approche ne va pas de soi, elle ne suffit pas à résoudre les conflits entre diverses dimensions de l'action publique. On en a vu beaucoup dans les collectivités locales à propos des infrastructures de transport. Je citerai un seul exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dans l'agriculture aussi, avec les débats, les problèmes, les oppositions sur les bassins de rétention d'eau pour l'irrigation. Bref, ces conflits, ils continuent d'exister et la question est de savoir comment on peut les résoudre. Donc, deuxième point, deuxième aspect, cette approche de l'action publique ne permet pas de résoudre toutes les divergences entre politiques publiques et elle peine encore à mobiliser les acteurs. Il reste un problème d'appropriation de cette conception. Donc, premier point, un des enjeux majeurs de l'action publique, c'est bien celui de la convergence entre les politiques publiques. Cette convergence interne et externe des politiques publiques, interne au sein de la politique elle-même, externe entre une politique et les autres, c'est une question difficile. L'Union européenne l'avait identifiée très tôt dans le domaine de la politique d'aide au développement, sous la pression notamment des ONG. Elle a mis du temps à l'inscrire dans son dispositif normatif. C'est arrivé en fait explicitement en 2009 avec le traité de Lisbonne. C'est maintenant un article du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 208. Bon, il reste que ça demeure difficile à appliquer, qu'on voit bien encore les conflits entre l'aide au développement et d'autres politiques, notamment la politique commerciale. L'exportation de poulets surgelés d'Europe contribue à ruiner des industries locales au Ghana ou ailleurs, par exemple, parce qu'elle rend la production locale beaucoup trop chère pour les habitants. Donc, on constate aussi, et ça, l'Union européenne et la Cour des comptes européenne ont beaucoup insisté là-dessus, des conflits entre politiques européennes et, étant donné que la PAC, la politique agricole commune, est la principale politique européenne, elle a été particulièrement analysée par la Cour européenne de ce point de vue-là. Et la Cour européenne a, de manière constante, observé que la PAC avait des effets négatifs sur l'environnement et que la dimension de verdissement qui existe dans la PAC était en fait très très peu exploitée. Alors on voit là une différence d'approche entre le point de vue européen, notamment de la Cour des comptes européenne, du fait de l'importance de la PAC et du fait d'une orientation différente, d'un autre type de gouvernance et d'un point de vue international, par rapport aux approches plus nationales qui vont être peut-être plus frileuses sur la mise en cause de l'agriculture dans les atteintes à l'environnement. Une étude que nous avions panoramique, comme on disait dans notre institution, sur ces politiques que nous avions faites en 2015, montrait, à partir de l'analyse de près de 300 rapports d'audit dans tous les pays de l'Union européenne, que très peu, ou même quasiment aucun, ne mettait l'accent sur l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Donc il y a là une forme de tabou qui est partiellement levée, je le signale, par le dernier rapport de la Cour des comptes française sur les algues vertes, puisque cette responsabilité est très clairement identifiée. Mais il y a là un conflit de politique et potentiellement un conflit même social, puisque ça met en cause certaines formes de production. Alors, pourquoi la biodiversité? L'actualité s'y prête, avec le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui s'est tenu à Marseille le séjour dernier, parce que cette dégradation est très rapide, elle est très inquiétante, qu'elle est quantifiée et qu'on en connaît les causes, puisque pour près de 50%, elle résulte de l'intensification des pratiques agricoles et ensuite, bien sûr, de l'artificialisation des sols et des infrastructures de transport. Donc, ces critiques de la Cour des comptes européenne sur
le faible impact du verdissement de la PAC. On les retrouve dans un rapport récent qui indique que la PAC n'a pas permis d'enrayer le déclin de la diversité des terres agricoles, analyse que la majeure partie des fonds de la PAC a un impact positif limité, que les mesures de développement rural ne sont pas vraiment mobilisées à cet effet, que les États membres qui disposent d'une grande latitude pour définir les obligations imposées aux agriculteurs en matière de contenu des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales, en général, restent assez modestes sur cette mise en œuvre. La conditionnalité est inopérante, et les sanctions à peu près inexistantes puisqu'elles concernent 1% des exploitations contrôlées. En fait, ce qui marche, c'est Natura 2000 ou l'agribiologie. Ce sont les seuls qui ont un impact positif quantifiable. On peut pourtant faire mieux, puisque le rapport cite des évaluations beaucoup plus précises en Irlande et en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. En fait, on compte le nombre d'espèces végétales. Les agriculteurs ont l'obligation de compter le nombre d'espèces végétales, donc effectivement un objectif de conserver de la variété. Et s'ils tombent en dessous d'un certain seuil, ils ne reçoivent plus les paiements de la PAC. Donc, ce que déplore la Cour, c'est effectivement l'absence d'indicateurs de résultats réellement quantifiés qui permettent de mesurer sur la biodiversité l'impact effectif des politiques, en particulier de la PAC. Donc, comment faire et comment, comment identifier les lenteurs, les blocages et essayer d'y remédier. Si l'on regarde le cas français, la structuration des collectivités locales en matière de biodiversité, on peut voir que les régions sont désignées comme chefs de file depuis 2014. C'est l'article L110.3 du Code de l'environnement. Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité. Donc, elles sont effectivement en charge du développement économique, de la gestion des fonds européens. Donc, elles ont les outils nécessaires et la capacité d'agir à travers différentes structures et un instrument qui est le schéma régional d'aménagement du territoire, du développement durable et de l'égalité des territoires, le SRADET, avec la trame verte et bleue. Alors, c'est intéressant parce que France Nature Environnement, à l'occasion des élections régionales, a fait une étude à partir des sites Internet des régions et de l'analyse complète de ces schémas pour montrer que, bon, certes, les structures se mettent en place, les observatoires sous forme d'agences sont présents dans 8 régions, que les conventions territoriales d'exercice concerté qui sont prévues n'ont pas encore été créées, qu'on assiste quand même à la définition progressive de stratégies régionales, notamment dans 7 régions métropolitaines sur 13, mais qu'on constate enfin dans les sites très peu de communication sur le sujet. Donc, il y a un vrai problème d'appropriation, ça n'apparaît pas comme un sujet politique de premier plan, on comprend aussi pourquoi, qu'il y a peu d'informations sur les actions finançables, donc on ne favorise pas en fait l'accès à des financements pour améliorer la biodiversité, et qu'il y a donc une très faible visibilité de l'action régionale en faveur de la biodiversité. Pourquoi ? Notamment parce que les SRADET, ces fameux schémas, ont une portée faible sur les pratiques agricoles et sylvicoles, que le domaine de l'agriculture n'est pas inclus. En revanche, ils appréhendent bien davantage les questions d'aménagement du territoire, qui ont bien sûr une incidence, mais qui ne couvrent pas la totalité du sujet. Leur contenu est peu opérationnel. On retrouve ici les critiques de la Cour des comptes européenne sur la nécessité de définir des indicateurs de résultats quantifiés et non pas des généralités, mais qui permettent de savoir exactement ce qui s'est passé et ce qui a été amélioré ou détérioré, et bien sûr des schémas qui n'ont aucun caractère prescriptif, avec le problème essentiel de savoir comment coordonner les différents acteurs, qui est un des problèmes majeurs de l'action locale, au-delà même des définitions de compétences. Toutes les collectivités interviennent à peu près sur le même territoire et la prise en compte de certains enjeux d'action publique suppose une meilleure coordination qui est souvent gênée en fait par la définition de l'autonomie des collectivités. Donc il semble bien dans ce domaine qu'on soit
au début d'une prise de conscience, parce que cette dimension systémique holistique des politiques publiques et cette prééminence de l'objectif environnemental commence à être perçue dans la douleur, souvent à cause des différents événements climatiques que l'on rencontre. Il est perçu, bien sûr, mais Fabrice Bain le disait tout à l'heure, il n'est pas uniquement international, l'air qu'on respire n'est pas un air européen, et donc c'est une dimension à la fois de proximité et de responsabilité globale au sens mondial. Et donc, c'est bien une question d'action publique à chaque niveau à travers la possibilité justement de ne pas penser en silo et de mieux coordonner les acteurs. Pour parler de l'État, le budget vert et le plan de relance ne sont non plus pas très conscients des enjeux de biodiversité. Elle est mal appréciée par le budget vert. Et quant au plan de relance, il ne conçoit l'intervention en matière de biodiversité que pour la replantation de haies, ce qui est un des éléments, mais peut-être pas trop suffisant. Plus généralement, l'OCDE a bien noté dès 2019 que la valeur de la biodiversité et des services écosystémiques est systématiquement sous-estimée et non prise en compte dans les choix de la vie courante, les prix de marché et la comptabilité économique. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qui démarre, mais qui démarre lentement et qui suppose à la fois un peu une révolution culturelle, en tout cas de concevoir les choses de manière plus systémique et pas simplement en silo, et qui suppose une meilleure coordination entre les différents acteurs. Pourquoi l'Europe est intéressante de ce point de vue-là? Parce qu'elle révèle la complexité, je le disais en introduction, elle ne la crée pas, elle la révèle, elle permet de mieux la penser. Pourquoi? Parce qu'elle a cette dimension oui, supranationale quand même. Donc, et puis surtout, l'organisation de ces politiques est différente de celle qui existe au niveau national. Donc, elle apporte un autre point de vue, un autre angle de vue, avec aussi une intervention beaucoup plus active du Parlement européen, notamment dans les questions environnementales. Donc, une autre façon de voir les choses, une autre façon de lire les politiques et d'inviter non seulement les États membres, mais les différents acteurs, et notamment locaux, à une nouvelle prise de conscience et des nouvelles formes d'action publique. Donc, c'est vraiment une remise en cause assez radicale des modes d'action des acteurs traditionnels et de remise à plat, enfin de remise en scène, en tout cas en action, de leurs outils traditionnels, qu'ils soient financiers ou réglementaires. Merci.